Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là en ce dimanche matin. Il y a quelques années déjà, avec Joseph Hirsch et Paul Salmona, on a fait le constat que étaient publiés dans le domaine des sciences humaines plus d'une centaine d'ouvrages. On a fait le constat triste qu'on ne pouvait pas donner une place à tous ces ouvrages dans l'année, parce que l'année ne fait que 365 jours, mais il y a beaucoup de vacances scolaires, de week-ends et de fêtes juives aussi, qui nous empêchent de programmer. Donc, on a toutefois, face à cette frustration, décidé d'organiser une journée par an où on mettrait en lumière quelques ouvrages qui nous ont interpellés, intéressés, ou en tout cas qui ont marqué l'année éditoriale. Donc, chaque année, parfois, il y a un thème qui se dégage et donc qu'on peut explorer avec plusieurs auteurs. Parfois pas. Et donc, cette année, vous allez voir que c'est très éclectique. Donc, on a invité donc 4 auteurs et on commence ce matin par la première rencontre avec Sébastien Tangstorper autour de l'Argentine. Et c'est un ouvrage qui est publié dans la collection Diaspora, collection des éditions Kalman Levy, qu'on accompagne déjà depuis plusieurs années et qu'on est ravis à nouveau de présenter aujourd'hui. Suivra à 14h une rencontre avec l'historienne Zoé Grimbert au sujet du secteur juif du Parti communiste après la Libération. Ensuite, à 15h30, ça a été une véritable découverte, une découverte notamment littéraire. C'est un ouvrage de Rachel Cockrell, qui est une jeune autrice anglaise qui souhaitait raconter l'histoire de son arrière-arrière-grand-père en Angleterre, qui a été notamment donc à l'œuvre au moment de la naissance du sionisme, et en travaillant, elle s'est rendue compte que c'était pas sa propre voix ou la voix de son arrière-grand-père qu'elle allait donner, mais qu'elle allait donner place à la voix de tous les acteurs de cette époque, donc Herzl, Zangwill, etc. Et elle a réussi, uniquement avec des citations de ces grandes personnalités-là, à tisser un récit qui est vraiment formidable, qui nous emmène de l'Angleterre aux États-Unis, tout lors du 19e siècle. Donc je vous invite vraiment à rester avec nous et à découvrir cette autrice et ce texte qui est vraiment très original et vraiment passionnant. Et pour terminer la journée à 17h30, Anna Bicomte, que vous connaissez sûrement, donc qui est une historienne spécialiste des Juifs de Pologne, et qui a mené une enquête sur les enfants donc, qui ont été cachés dans les familles polonaises après-guerre et comment ils ont été retrouvés et comment on peut dire, reliés ou remis en lien avec les membres survivants de leur famille. C'est une enquête extrêmement prenante que je vous invite aussi à découvrir. Donc voilà, vous pouvez remarquer que c'est en effet très éclectique. Tout au long de la journée, on a souhaité proposer 2 rencontres gratuites pour les amis. Donc la prochaine, c'est Rachel Cockrell. Donc si vous êtes amis, n'hésitez pas à prendre votre place. Si vous ne l'êtes pas, c'est l'occasion de devenir amis et ainsi de soutenir la programmation du MAJ. Et vraiment, sachez que c'est très important que plus le nombre d'amis augmente, plus ça légitime aussi tout ce qu'on peut faire ici. Et c'est un véritable soutien. Donc merci par avance et surtout, n'hésitez pas. Quoi d'autre pour terminer ? Ah oui, le format est légèrement inhabituel, mais c'est des rencontres d'1 heure afin que voilà, on puisse inviter plusieurs auteurs, donc 3 quarts d'heure de discussion, 1 quart d'heure d'échange avec vous, qui sont suivis d'une séance de signature à la librairie. Mais donc pour l'heure, et j'en termine et j'y arrive, donc je remercie Sébastien Tangstorper d'être avec nous aujourd'hui, ainsi que Ruben Honigman, donc qui est directeur éditorial à Academ, ainsi que contributeur à la revue K. Merci beaucoup à tous les deux d'être là ce matin et bonne rencontre. Merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. Bonjour à tous. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Tangstorper. On va donc parler du cas argentin aujourd'hui autour de ce livre Juifs d'Argentine paru chez Kalman Levy dans la collection Diaspora. J'en parlais avec l'auteur il y a quelques minutes. Au départ, quand on m'a proposé de
de mener cet entretien, l'Argentine, ça me paraissait très loin. Pas juste géographiquement, mais même de mes préoccupations, de nos préoccupations. Et puis me sont venues deux idées. La première, anecdotique, c'est que je me suis dit que toute personne qui vit en France, en fait, est imprégnée un petit peu de l'Argentine grâce à un petit juif qui a passé toute sa jeunesse en Argentine, de ses 1 an jusqu'à ses 20 ans carrément, qui est René Goscinny, et qui est l'auteur d'Astérix, et qui a forgé quand même notre imaginaire à tous, d'une certaine manière. Donc il y a peut-être un petit peu d'argentinité qui, par ce biais-là, s'infuse en nous tous. Ensuite, de façon plus sérieuse, en plongeant dans votre livre, je me suis rendu compte qu'en parlant de l'Argentine, Sébastien Tankstörper nous tend en fait un miroir grossissant, mais pas si grossissant que ça. Enfin, on espère en tout cas qu'il soit grossissant, mais on a l'impression qu'il l'est de moins en moins, de nos propres questionnements. Des questionnements sur la place des Juifs dans ce pays et en Europe de manière générale. Et que le cas argentin est une sorte de laboratoire, en fait, de caisse de résonance de nos questionnements, nos déchirements identitaires à nous. Quand je dis nous, c'est ceux qui réfléchissent à la question des Juifs en Occident. Alors, Sébastien Tankstörper, vous êtes directeur de recherche au CNRS, sociologue et anthropologue du religieux, et auteur notamment d'un ouvrage sur la conversion au judaïsme. On en parlera à la toute fin à nouveau de l'entretien, mais a priori, ça n'a aucun rapport avec l'Argentine. Vous-même n'avez aucun lien généalogique avec l'Argentine. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à travailler sur l'Argentine ? Justement, précisément dans le cadre de ma thèse. Donc, il y a quelques années maintenant, c'était en 99, et ma directrice de thèse m'avait proposé d'élargir un peu mon questionnement, parce que je faisais une comparaison donc, sur les questions de conversion au judaïsme entre le terrain français, le terrain israélien évidemment, et aussi j'avais projeté de faire un terrain aux États-Unis, à New York. Et ma directrice de thèse, un jour, à un rendez-vous, m'a dit « Sébastien, ce serait quand même très bien que tu ailles en Argentine. » Ok, mais je ne parle pas espagnol, je ne connais pas la situation des Juifs d'Argentine. L'Argentine, c'est très loin, et c'était très cher à l'époque, parité euro-dollar, c'était alors que le dollar était à 9 francs. Voilà, et elle m'a dit non, mais il y a une bourse, hein, t'inquiète pas, on paye le billet d'avion, tu pourras vivre là-bas. C'est bon, vous m'entendez ? Il faut que je me colle au micro. Hein, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, je suis arrivé un matin de juillet, donc l'hiver là-bas, à Buenos Aires en 99, et où j'ai commencé à travailler, à me familiariser avec ces Juifs d'Argentine. Et ça s'est cristallisé autour d'un événement. Vous avez assisté à la commémoration de l'événement le plus tragique de l'histoire judéo-argentine de ces dernières décennies, qui est l'attentat de 1994. Oui, alors, bon, je ne parlais pas espagnol au début, donc le temps d'apprendre l'espagnol, je me suis beaucoup promené, en fait, dans Buenos Aires, et au cours d'une promenade un peu matinale, je me suis retrouvé à assister, alors je ne comprenais pas grand-chose de ce qui s'y passait, puisque je percevais pas les discours, mais à la fois j'ai assisté donc aux commémorations au 5e anniversaire de cet attentat de 1994, qui avait visé la principale institution juive argentine, l'AMIA, et qui avait fait 85 morts. Alors je m'embrouille toujours dans les morts, mais il me semble que le dernier chiffre c'est 85. C'est le plus, vous dites, excusez-moi de vous couper, c'est le plus gros attentat antisémite en diaspora depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Absolument, ouais. oui. C'est voilà, un énorme événement. 250 blessés, et l'immeuble est entièrement soufflé. C'est-à-dire qu'il reste plus rien de cet immeuble qui accueillait, qui était vraiment le centre névralgique de la communauté juive argentine, qui accueillait une bourse du travail, le réseau d'écoles, l'aide sociale, une librairie, une bibliothèque, une des plus importantes, et notamment en yiddish, puisqu'il y a toute une migration évidemment de yiddishophone qui a été très présente en Argentine depuis la fin du 19e siècle. Voilà, enfin, tout ça qui disparaît. Alors, les livres sont récupérés très vite, il y a des missions de sauvetage des livres, etc. Enfin, voilà, mais c'est un attentat extrêmement ciblé, du coup. Alors, c'est très ciblé. Pas une institution juive, c'est toutes les institutions juives qui se trouvent dans cet immeuble. Voilà, l'AMIA, c'est une fédération d'institutions juives qui, ashkénaze, attention,
Oui. donc 90% d'Ashkénazes, mais c'est une institution ashkénaze, et qui abrite aussi la Daya. La Daya, c'est, on va faire très vite, Oui. l'équivalent du CRIF pour la France, qui est l'organe politique, en fait, qui avait été créé dans les années 1930, à l'époque où l'Argentine connaissait un net regain d'antisémitisme, et l'idée étant de construire, de proposer une voie juive pour défendre les Juifs d'Argentine. Donc la Daya, AMIA, Daya, c'est deux institutions séparées mais fortement liées. Voilà. Vous m'entendez là comme ça, si? Et tout ça est pulvérisé donc par un attentat qui fait à peu près 85 morts. Et juste pour remettre ça, pour donner des repères chronologiques, il y avait déjà eu un attentat quelques années avant qui a visé l'ambassade d'Israël. Oui, voilà, en 92, le 17 mars 1992, l'ambassade d'Israël à Buenos Aires explose aussi, fait 20... Alors, dans mon souvenir, j'ai un problème avec les chiffres, alors ça va être... mais 24 morts, si mes souvenirs, ou 27 morts. Et pareil, 250 blessés. Mais la différence, c'est que là, ça vise explicitement les intérêts israéliens. Ouais. Lors de l'attentat contre l'AMIA, ce ne sont que des Argentins qui meurent, qui sont... Alors justement, c'est la question. Juste un petit point sur les chiffres. Il y a combien de Juifs en Argentine à ce moment-là ? Alors c'est compliqué, compter les Juifs c'est toujours un petit peu compliqué, entre 250 000 et 350 000, oui. Quelque chose comme ça. Tout dépend de la définition qu'on se donne des Juifs. Mais c'est comme dans tous les pays, mais c'est à peu près la 6e ou 7e plus grande communauté juive du monde. Oui, voilà. Et une population juive argentine qui est concentrée pratiquement presque intégralement à Buenos Aires. Donc Buenos Aires est une ville avec une présence juive très forte, avec des quartiers juifs identifiés, notamment le quartier Once, qui est le quartier dans lequel avait été construit cet immeuble qui explose. Oui. Donc voilà, c'est une communauté juive importante, la communauté argentine. Avec un club de foot, comme dans tous les pays où il y a une grande communauté juive, un club de foot associé, en tout cas identifié comme juif. Oui, les Bohemios, le club de Bicha Crespo. Oui. Atlanta. Oui. Et donc, vous avez prononcé la formule décisive. Là, ce sont des Argentins qui sont visés et assassinés, sauf que se produit à ce moment-là en Argentine l'effet qu'on pourrait appeler l'effet Raymond Barre. C'est ça. Et c'est ça un peu la porte d'entrée de votre enquête, et je trouve ça très réussi. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter chronologiquement toute l'histoire des Juifs d'Argentine, vous commencez un peu par la fin, si on peut dire, c'est-à-dire par cet attentat, et au prisme de cet attentat et de tout ce qu'il cristallise, ensuite, vous produisez une réflexion sur qu'est-ce que c'est être juif en Argentine, c'est-à-dire la question de la double appartenance. Et évidemment, dès après l'attentat, on a donc l'effet Raymond Barre, c'est-à-dire Raymond Barre qui, après l'attentat contre Copernic, disait il y a eu des victimes juives et des Français innocents. Et là aussi, on a en Argentine cet effet-là. Oui, il y a Carlos Menem, qui est donc le président argentin à l'époque. Sa première réaction, c'est d'appeler le Premier ministre israélien pour lui présenter ses condoléances. Donc un pays étranger. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, et ça a été tout un travail, et peut-être aussi un peu l'originalité, en tout cas une de mes petites marottes en tant qu'anthropologue et sociologue qui s'intéresse aux Juifs aujourd'hui, c'est que ça a été aussi une tension au sein du monde juif lui-même. C'est-à-dire que, et notamment de la part des institutions. C'est-à-dire que quelques jours après, une grande manifestation est organisée qui va regrouper beaucoup de monde. J'ai plus les chiffres précis en tête, 150 000 personnes, sous la pluie, c'est l'hiver, en juillet, le 18 juillet 94, quand la bombe explose, il fait froid, tout le monde le raconte, qu'il fait froid à ce moment-là. La manifestation, elle est connue comme la manifestation des parapluies, parce que ça s'est passé tout le monde avait sous une grande nuée de parapluies comme ça. C'est un peu l'équivalent de la manif après Carpentras en France. Oui, c'est ça. Une mobilisation générale. Ouais. Voilà. Sauf que à ce moment-là, les institutions juives ne convoquent pas les politiques argentins et font venir l'ambassadeur d'Israël, etc. D'une certaine manière, cette israélisation de l'attentat, il se fait
par les politiques, et notamment aussi dans la presse. Alors j'ai des collègues qui ont fait des relevés dans la presse qui montrent qu'effectivement, à ce moment-là, les Juifs d'Argentine sont perçus comme étrangers à la nation, en tout cas pas complètement, pleinement intégrés à la nation. Les politiques aussi, mais d'une certaine manière, c'est aussi voilà, la manière de ce que les sociologues appellent de cadrer l'attentat, comme quelque chose qui ne vise pas forcément des Argentins, et aussi le fait des institutions juives argentines dans un premier temps. Et ça va donner lieu du coup à une réaction, notamment de familles de victimes qui vont se regrouper au sein d'une association qui va s'appeler Memoria Activa, qui était en fait mon point d'entrée. C'est eux qui m'ont intéressé en premier lieu quand j'ai commencé, pas mal d'années après, j'ai commencé à travailler un peu plus systématiquement en 2008. Et c'est peut-être une originalité de mon enquête, c'est que c'est aussi une histoire qui se raconte le long d'enquête ethnographique. C'est-à-dire que c'est pas un travail d'historien, c'est un anthropologue, sociologue qui travaille l'histoire par touche, par plusieurs entrées. Donc il y a des moments de terrain qui se passent en 2008, certains un peu partout, par carottage un peu d'une certaine manière. Et Memoria Activa va mettre en place des manifestations publiques hebdomadaires avec l'objectif précisément d'argentiniser cet attentat, de dire c'est avant tout c'est des victimes juives, certes, mais c'est surtout des Argentins. C'est ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on a un petit peu connu en France aussi lors des attentats de Toulouse de Mohamed Merah, quand Benyamin Netanyahou était venu tout de suite à la synagogue, je crois que c'était à la Victoire. Pareil, ça avait polarisé ce nœud de tension intra-juif mais aussi national sur une présupposée double appartenance des Juifs. Et en Argentine, ça va aller tellement loin que vous décrivez dans le détail qu'il y a 4 associations de commémoration de cet attentat, 4 associations juives de commémoration de cet attentat qui se relayent chaque semaine ou chaque mois. Alors, ça, c'est 20 ans après. Oui. C'est-à-dire qu'au début, précisément, il y a une association de victimes, Memoria Activa, qui va mettre en place donc tout un dispositif rituel. Et ce qui m'a intéressé, rituel et de manifestation donc hebdomadaire, et ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle va reprendre, alors si les termes sont trop compliqués, mais je pense qu'ils sont faciles, la grammaire rituelle, la grammaire et le répertoire d'action, comme dit l'historien Charles Tilly, du mouvement social post-dictatorial, c'est-à-dire, et notamment, donc le caractère hebdomadaire, le fait que c'est une fois par semaine, à un moment précis, beaucoup inspiré des maires de la place de Mai qu'on connaît mieux ici. Mais avec aussi, du coup, l'idée d'inviter et de s'inscrire dans l'ensemble du mouvement social pour la transparence politique, la justice, la demande de justice, etc. Et l'idée, c'est de transformer cet attentat comme un levier donc pour obtenir justice, pour faire en sorte que justice, parce que en fait l'enquête sur l'attentat de l'ambassade d'Israël, elle est au point mort à l'époque en fait, et ce qui va en faire un événement à part entière, c'est-à-dire qui va cristalliser politiquement, c'est aussi que l'enquête contre Lamia va être un fiasco total. Et voilà, et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il n'y a pas de procès, personne n'est impliqué. Alors, il y a des noms qui circulent, mais... Alors ça, j'aimerais bien qu'on s'arrête un moment là-dessus, parce que c'est fascinant dans votre livre. On est quand même 30 ans après, et on ne sait rien. Enfin, on sait des bribes, il y a des théories qui circulent. Enfin, c'est d'un flou absolu. Comment c'est possible, ça ? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, très vite, l'enquête va piétiner. Les décombres de l'immeuble, par exemple, vont être évacués dans le fleuve. Alors, pour l'Argentine, pour ceux qui connaissent un peu l'Argentine, le fleuve a une histoire complexe. D'abord parce que Buenos Aires tourne le dos au fleuve. C'est vraiment, moi, la première fois que j'y étais, j'ai mis 1 mois et demi à aller le voir, parce que c'est compliqué d'y aller. On ne le voit pas, etc. Et aussi parce que le fleuve, c'était l'endroit où les gens victimes de la répression pendant la dictature étaient jetés depuis les avions. Enfin, il y a quelque chose de mettre les décombres au fleuve, dans le fleuve. Symboliquement, c'est parlant. Compliqué, mais
concrètement aussi, ça veut dire qu'aucune expertise n'est faite et que à partir de là, tous les éléments matériels disparaissent et ça va laisser place à quelque chose, laisser place à des milliers de théories, Oui. en fait, sur ce qui se serait vraiment passé et progressivement aussi sur pourquoi y a-t-il eu, alors le mot en espagnol, encumbramiento. Alors il est intéressant le terme encumbramiento, c'est que en juridique, en français, je pense qu'on dit entrave à la justice, mais encumbramiento, ça veut dire recouvrir. Mettre sous le tapis. Ouais, c'est ça. Enfin, recouvrir. Alors, c'est très concret. C'est-à-dire il y aura assez tôt une vidéo qui circule, qui montre le juge Galeano à l'époque, chargé de l'affaire, qui échange un témoignage à charge contre la police de Buenos Aires contre $400 000. Donc voilà. Donc, il va être destitué. C'est toute une affaire qui se met en place comme ça, et très vite, au bout d'1 an, il va y avoir une première publication de journalistes. Les journalistes vont avoir un rôle assez important là-dedans pour faire des théories et contre-théories de ce qui se serait vraiment passé avec différentes pistes. C'est que l'État pointe d'emblée l'Iran, oui, qui serait commanditaire, mais comme Menem a des liens avec la Syrie, il y a aussi une piste syrienne qui mènerait du coup du côté du frère de Menem et qui serait du coup recouverte. Donc voilà, on a tout ça en fait qui va favoriser la construction de différents récits. Oui. De ce qui se serait réellement passé. Mais ça produit un effet assez vertigineux quand on vous lit. Moi, je trouve ça très réussi parce qu'on se sent vraiment embarqué dans le bureau des légendes. C'est-à-dire que, ou dans Khatoufim, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, le lecteur, même si on n'a pas une particule de complotisme en soi, on est complètement perdu et on sait plus faire la part des choses en fait entre théorie du complot et opacité réellement et délibérément entretenue par le gouvernement, voire par la communauté juive ou par certains courants ou certains acteurs plutôt de la communauté juive, c'est vous qui le dites dans le livre, qui seraient de mèche avec le gouvernement, qui lui-même serait de mèche avec le beau-frère qui est en Syrie. Il y a une opacité effrayante. Oui, l'enjeu du livre et de l'écriture du livre, c'est très polarisé aujourd'hui encore, cette affaire de l'attentat de l'Amiens. Peut-être qu'on pourra revenir avec la mort du procureur qui enquêtait qui était en charge de l'affaire, le procureur Nisman. Mais c'est toujours encore aujourd'hui extrêmement polarisé. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, et la difficulté pour moi, c'était à la fois de ne pas prendre parti, puisque moi je ne suis pas journaliste. Donc c'est ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'était pas tellement de comprendre qui avait fait cet attentat. Voilà, c'est pas la vérité de cet attentat qui m'intéressait, c'est de comprendre ce que cet attentat et cette opacité faisaient aux Juifs d'Argentine. Et ce qu'elle dit de l'Argentine aussi. Et ce qu'elle dit de l'Argentine, bien sûr, mais en tout cas, ma première entrée, c'était ce qu'elle faisait aux Juifs d'Argentine. Et effectivement, c'est à la fois un livre sur les Juifs d'Argentine, et je pense aussi un livre sur l'Argentine, très concrètement. Et la difficulté de l'écriture, c'était de ne pas prendre parti, et de rendre, c'est-à-dire de mettre le lecteur en situation de comprendre les différentes positions de chacun. Voilà, c'est ce qui est le b.a.-ba du travail de sociologue et d'anthropologue, de rentrer dans la rationalité des... Alors allons-y concrètement pour schématiser dans le temps qui nous est imparti. Globalement, il y a quoi comme effet, comme effet, si on peut dire, sur les Juifs? Ça crée quoi comme assez paradoxal. Pour aller jusqu'à la fin, alors on va très vite. Paradoxalement, c'est toute la thèse du livre, c'est qu'à partir de cet attentat, se construit ce qu'on pourrait appeler, alors j'ai pas trouvé de meilleur terme, je suis désolé, mais de citoyennisation de l'identité juive argentine et des Juifs d'Argentine. En fait, qui, à partir de l'attentat, à partir des différentes mobilisations qui ont lieu, et aussi des logiques de politisation interne et d'opposition interne entre Memoria Activa, la DAIA, qui vont être très opposés. Ça crée des conflits intra-juifs. Oui, très très fort. À partir de ce moment-là, les Juifs vont se constituer comme acteurs politiques, c'est-à-dire qu'ils vont être des acteurs politiques
en tant que juif, pas malgré le fait d'être juif, mais en tant que juif, il va y avoir une parole juive plurielle, à la fois de gauche, à la fois péroniste, à la fois antipéroniste, voilà, dans l'espace public, avec très concrètement la participation d'acteurs politiques, l'émergence d'acteurs politiques. Alors j'en prends deux exemples les plus parlants. Hein. Il y a d'abord le rabbin Sergio Bergman, qui est un rabbin libéral, qui a une kippa sur la tête, tout le temps une kippa multicolore, et qui donc est d'abord rabbin, et qui, moi je fais un entretien avec lui à un moment donné, et il me dit, voilà, c'est depuis l'attentat de Lamia qu'il a compris qu'il devait, en tant que rabbin, aussi s'engager politiquement, qu'il y avait quelque chose à faire. Donc d'abord avec Memoria Activa, il va rompre avec eux, et il va se constituer, depuis son réseau communautaire juif, un capital politique, se présenter à la députation d'abord de la ville et ensuite nationale, et devenir ministre de l'Environnement de Mauricio Macri, donc le président antipéroniste et de la, on va dire, droite libérale, qui succède au candidat péroniste il y a une dizaine d'années. Et donc, avec voilà. une idée un peu aussi d'introduire volontairement, consciemment, une dimension juive Alors, en tout cas, dans la vie politique argentine. je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais de fait, il devient possible à ce moment-là d'être ministre de l'Environnement en Argentine et de se faire appeler en kippa et de se faire appeler rabbin Sergio Bergman. Voilà, c'est sur le site du ministère. Un autre exemple, c'est Claudio Abro. Donc ça fait bouger, ça déplace un peu les lignes. Oui, quoi. non, mais vu depuis la France, c'est invraisemblable. je veux dire, on est dans quelque chose qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire, voilà. Et moi, j'avais travaillé, quand j'ai commencé à travailler en 2008 sur la question, c'était vraiment, moi, je voulais travailler sur la manière dont Memoria Activa se constitue en acteur politique, mais vraiment petit acteur quand même. Hein. C'était pas non plus. Enfin, ils avaient une présence visible dans la presse, dans les débats, etc. Mais voilà. Mais et j'en attendais pas tant en fait, hein, d'une certaine manière, de la manière dont, voilà, effectivement, des personnalités politiques qui construisaient leur capital politique depuis les institutions juives devenaient des acteurs politiques à part entière dans le jeu démocratique. Et ça, c'était une situation totalement inédite. Je ne connais pas d'autres exemples, en fait. Vous dites d'ailleurs que ça peut être une leçon pour les Juifs de France. Enfin, c'est comme ça que vous l'esquissez, que vous le suggérez, je dirais. Oui. Mais une leçon au sens noble du terme, c'est-à-dire il y a de quoi apprendre de là. Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'attentat de la rue Copernic, il est intéressant de ce point de vue-là si on le compare, parce que, en fait, fiasco judiciaire, pareil. Il n'y a toujours pas eu de procès, où il y a juste très peu de temps. Donc, je crois qu'il y a eu un procès il y a 1 ou 2 ans, à peine. Des victimes niées dans leur statut de victime. C'est quelque chose qui est très similaire, en fait, qu'on pourrait vraiment analyser vraiment en parallèle. Et une des choses qui change d'un côté à l'autre de l'Atlantique et d'un hémisphère à l'autre, c'est précisément la manière dont certains juifs ont pris en main et se sont constitués comme acteurs politiques. Mais, je veux dire, pendant 10 ans, tous les lundis matins, devant le palais de justice, hein, c'est du boulot, c'est de la ténacité, c'est... voilà. Et ça, ça n'a pas été fait effectivement en France. Oui. Je voulais suivre un petit peu le mouvement de votre livre, revenir à partir de ce point d'histoire en arrière sur la présence juive en Argentine. Pourquoi il y a des juifs en Argentine ? Alors, ils sont arrivés principalement entre 1890 et 1930. Beaucoup d'Europe centrale, oui. d'Europe de l'Est, des persécutions. Et alors, il y a une petite particularité en Argentine, c'est qu'il y avait les colonies du baron Hirsch. L'idée étant de faciliter le départ depuis la zone de peuplement des Juifs pour qu'ils deviennent des colons agricoles. C'est des sortes de kibbutz, en fait. Alors, pas du tout. Ah. Pas du tout, parce que c'était pas du tout l'autogestion. Hein. C'était vraiment, et c'est pour ça aussi que ça a
pas marché. C'est que les Juifs qui arrivaient là étaient quand même passablement exploités par la société du baron Hirsch. En fait, très vite, ils sont partis. Et puis, la terre n'était pas si vide que ça. Donc, il y avait des conflits aussi avec les populations sur place, les populations autochtones, et puis aussi avec les gauchos, etc. Mais bon, c'est quand même une particularité de la migration. Vous dites que ça a été un fiasco, ça a fait long feu, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quand même symboliquement important, parce que gaucho juif, c'est un oxymore. Vous pouvez dire pourquoi ? Oui, mais effectivement, il y a cette figure qui naît notamment de Gershunov, l'écrivain Gershunov, du gaucho judío, qui va proposer une première figure de la fusion entre identité juive et identité argentine. Donc effectivement, et c'est peut-être c'est quelque chose qui est venu en inflexion quand j'ai écrit le livre, c'est qu'au début, je pensais quand même beaucoup plus que l'attentat était une rupture, et allait vraiment donner quelque chose de nouveau. En fait, quand on retrace l'histoire, et c'est tout le but du jeu, c'est de retracer l'histoire de cette présence juive en Argentine à partir de cet attentat, donc l'attentat étant vu comme un moment pivot qui recomposait les choses. En écrivant le livre, il y avait beaucoup de continuité, c'est-à-dire que aussi l'idée d'une intégration de la culture juive et des populations juives à la culture argentine était aussi profonde, notamment à travers effectivement la figure du gaucho judío et par exemple de ce club Atlanta. Voilà, il y avait une participation, et aussi assez paradoxalement, c'est des pages que j'ai à travers l'aventure péroniste, qui a été un moment d'intégration des minorités et de la minorité juive. L'aventure péroniste, c'est les années... Alors, c'est surtout... non, c'est 45-55, d'accord. Péronne. C'est après la guerre. Et en fait, ça va être un moment... Alors, on a toute la mythologie de toute l'image de Péronne antisémite qui accueille les nazis, etc. C'est en partie vrai. Largement surdéterminé aussi. Après, il faut que les historiens travaillent de ce point de vue-là. Ça, c'est pas mon métier, je sais pas le faire, mais voilà. Des historiens travaillent, en l'occurrence. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, il y a aussi un moment d'intégration politique des Juifs à la citoyenneté argentine dans ce moment péroniste. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est là qu'on peut comprendre la manière dont ce qui se passe en Argentine est différent de ce qui se passe en France, avec une culture politique qui n'est pas la même, une histoire politique qui n'est pas la même, et y compris une histoire des Juifs d'Argentine et une construction de la judéité argentine qui n'est pas la même que la judéité française. Alors, il y a un moment très important en Argentine, c'est la dictature. Le chercheur Samuel Guilesmeac m'a demandé de vous poser une question sur la part importante, finalement, vous en parlez dans le livre, des victimes juives de la dictature, à peu près 10%. Est-ce que c'est une politique délibérée, anti-juive ? Comment on explique un tel chiffre ? Alors c'est assez compliqué, il y a des débats d'historiens sur la question, et notamment, alors là j'ai plus le nom, mais il est cité, je reviens sur ces débats-là dans le livre. C'est Emmanuel Kahn qui a travaillé là-dessus, un collègue historien argentin, pour comprendre. Alors effectivement, il y a une surreprésentation très large des Juifs parmi les victimes de la dictature, parmi les 30 000. Moi, je reste sur le chiffre qui a été donné de 30 000, chiffre qui est aujourd'hui contesté par le pouvoir argentin, le président argentin, notamment oui. Javier Milei. Donc 30 000 disparus, 10% de Juifs. Alors, selon les témoignages, les Juifs qui étaient arrêtés et identifiés comme tels avaient par ailleurs un traitement encore plus dégradant, si c'est possible. Donc avec des manifestations d'antisémitisme explicites de la part des militaires. Donc ça, c'est une première chose. Alors sinon, comment expliquer ? Il y a différentes manières de l'expliquer, mais probablement pas une politique délibérée de viser les Juifs en tant que tels. En revanche, il est tout à fait possible que dans les années 70, il y avait une surreprésentation des Juifs parmi les populations visées
par la répression. Parce qu'il y a toute une histoire juive argentine qui est aussi celle du Bund, du mouvement ouvrier, Et d'un du fantasme, mouvement d'un argentin, complot judéo-communiste. avec toutes ces choses. Ah oui, alors bon, là, on a vraiment tout. C'est toute une histoire de la cristallisation du nationalisme argentin autour de l'antisémitisme en partie et de l'anticommunisme. Et avec donc le pendant de cette figure du gaucho Julio, c'est le russo, le russe qui donnera lieu à un véritable pogrom dans les rues de Buenos Aires en 1919, à la suite dans le cadre de grandes grèves, un pogrom qui fait un millier de morts. C'est un millier de morts, oui. Un millier de morts, oui. J'ai toujours beaucoup de mal. C'est un aspect très important du livre, je trouve. Moi, j'ai découvert ce pogrom gigantesque, 1919. Alors, millier de morts, moi, j'arrive toujours pas à savoir, parce que si c'est l'ensemble de la répression qui a fait un millier de morts, ou précisément moi, j'ai noté 800 morts juifs, c'est le chiffre que vous... Avec une majorité de juifs, on va dire. Que vous rapportez dans le livre. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et c'est vraiment la chasse aux juifs dans les quartiers juifs à ce moment-là. Et je trouve très intéressant comment vous montrez comment l'hyper-mémoire de l'attentat de 94 a complètement occulté la mémoire de ce pogrom-là, qui a fait beaucoup plus de victimes. Alors, je ne suis pas sûr qu'il l'ait occulté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu une mémorialisation et de logique de mise en mémoire de ce pogrom. Oui, alors occulté n'est pas le bon terme, mais c'est-à-dire que ça n'a pas permis d'activer en tout cas cette mémoire. Il n'y a pas de mémoire de ce pogrom-là. Alors, j'ai essayé de donner des éléments de réponse, de savoir pourquoi il n'y a pas et comment on explique le fait que c'est ce pogrom oublié, selon les mots de l'historien Marcelo Dimenstein. Vraisemblablement aussi parce que pour les institutions juives elles-mêmes à l'époque, les victimes juives de la répression n'étaient pas des bons juifs, en tout cas étaient extérieurs à la communauté. Et voilà. Et donc ça, c'est des thèmes qu'on voit. Qu'on dit extérieur, c'est-à-dire c'était des juifs, mais des mauvais juifs. Soupçonnés d'être communistes. Voilà, c'est toujours ça. Russe égale communiste. C'est ça. Tout à fait. Donc ça réactive à chaque fois les mêmes tensions latentes, de voir les juifs comme des agents étrangers. C'est ça. Voilà. C'est ça. 2000... Mais de la part des institutions juives elles-mêmes. C'est ça. Voilà. C'est pas nous, en fait. C'est ce qu'on a connu aussi en France avec l'israélitisme versus les juifs de l'Est, qu'on considère pas juste comme des pouilleux, mais comme ceux qui ne font pas vraiment partie de la nation. C'est ça. Voilà. C'est des choses qu'on avait discutées ici avec Bruno Karsanti, qui a publié son livre dans la même collection. Il y a des résonances avec ces questionnements-là. Absolument, oui, tout à fait. J'avais une avant-dernière question, avant de passer la parole à la salle. J'étais surpris par la relative discrétion, votre relative discrétion sur un moment qui me semble, je croyais fondamental dans l'histoire des Juifs et de l'Argentine, qui apparaît à peine dans votre livre, c'est Eichmann. Vous l'évoquez. Mais moi, il me semblait qu'il y avait l'attentat, le pogrom, et puis Eichmann. C'est quand même énorme dans l'histoire des Juifs du monde entier. Et puis ça se passe en Argentine, quoi. J'en parle un peu quand même. Rapidement, ouais. Oui, j'en parle. Pour moi, c'était pas une période de cristallisation. En tout cas, alors, attention, moi je suis pas historien, donc c'est vraiment tout le livre. Je fais l'histoire à partir d'un événement et la manière dont il se cristallise, et dont, du coup, moi, d'une certaine manière, ce que je fais remonter de l'histoire des Juifs d'Argentine, c'est aussi ce qui est remonté par les gens que je rencontre sur place, de manière contemporaine, et la manière dont eux-mêmes font sens et font des liens historiques. Et d'une certaine manière, Eichmann n'est pas revenu d'une certaine manière, il n'est pas remonté. Eichmann, à ce moment-là, ce qui s'est passé pour les Juifs d'Argentine à ce moment-là, c'est un regain d'antisémitisme de la part de la droite, et notamment de l'extrême droite argentine, oui. Oui. Parce qu'on considérait que c'était une atteinte à la souveraineté argentine. C'est ça, tout à fait. Et que les Juifs sont à la solde de l'étranger, etc. Voilà, une assimilation. Mais il n'y a pas eu une explosion à ce moment-là particulière, c'est pas un moment particulièrement saillant. Il y a déjà que, mais je pensais en parler dans le livre, avec effectivement des moments de réactivité.
d'actes antisémites à proprement parler, mais qui ne sont pas le fait comme une vengeance de presque. l'État, mais des groupes d'extrême droite. Des groupes d'extrême droite. Ouais. Alors, puisqu'on parle de l'extrême droite, il faut qu'on termine quand même avec avec Milei, donc l'actuel président argentin. Il se passe quand même quelque chose de lunaire. Je trouve que vous le décrivez bien. Il cristallise cette convergence entre extrême droite à la fois antisémite et très pro-israélienne. D'abord, concrètement, autour de Milei, il y a cette histoire de conversion, pas conversion au judaïsme. Vous pouvez nous éclaircir sur ça ? Oui, alors Javier Milei raconte, bon, moi ça ne m'intéresse pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il le raconte. C'est comme en psychanalyse. C'est que il se serait déjà converti au judaïsme s'il n'avait pas été élu président. Mais en tant que président, parce que lui, son idée d'être un converti au judaïsme, c'est être ultra-orthodoxe. Donc, du coup, voilà, ses fonctions de président étant jugées incompatibles avec une pratique rigoureuse des mitzvot, bon, voilà, il dit que ça attendra la fin de son mandat, ou de ses 2 mandats, on va les savoir, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, ça introduit le signifiant juif au plus haut niveau de l'État. Voilà, ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir ce qu'il pense de ça et comment il est venu à ça, c'est comment il le raconte, et à la fois comment le fait dans ce pays où la droite a une tradition d'antisémitisme très forte, un président peut être élu en disant qu'il est juif. Et non seulement en disant qu'il est juif, mais qui voudrait être juif plutôt, on va en parler, mais en mobilisant dans toute sa grammaire politique toute chose venue de la Torah, etc. Il mobilise le chauffard qui est dans ses meetings de campagne. Il construit toute une... On le voit avec le Rav Pinto, oui, avec c'est les ça, Lubavitch. Il va voir les Lubavitch. Et ça passe. Et ça passe. Ouais. Et ça passe. Ouais. Tout à fait. Mais tout ça étant un petit peu évidemment totalement ambivalent, il raconte un peu toutes les ambivalences de l'époque. Oui, c'est un peu autour comme avec de Trump ce qu'est aussi. le signifiant juif pour toute l'extrême droite globalisée, comme on dit, qui développe un certain philo-israélisme qui a beaucoup de traits et qui reprend beaucoup de traits du vieil antisémitisme. Donc c'est des choses qui sont à penser. Ouais. Un peu déboussolantes, en fait. Voilà, déboussolantes, mais qui sont sur l'établi du chercheur. Hein. C'est effectivement, il va falloir comprendre ce qui se passe. Je me suis demandé, justement, en parlant de chercheurs, vos recherches initiales, elles étaient sur qu'est-ce que c'est être juif, en fait, en passant par le cas des conversions. Voilà, c'est en prenant du recul, en sortant en fait de la judéité, qu'on peut réfléchir à la chose. Est-ce que, à travers le cas argentin, ça vous a permis d'avancer dans cette réflexion sur qu'est-ce que c'est être juif, en fait ? Alors, je sais pas, mais je peux vous donner ma définition de l'identité juive, si vous voulez. Les gens attendent impatiemment. Pour moi, est juif qui a une définition de l'identité juive. Dès lors que cette un peu tautologique. Définition, pas du tout. Dès lors que cette définition l'inclut lui-même. Les nazis avaient une définition de l'identité juive et voilà, ils se définissaient pas comme juifs, etc. Non, qui a une définition, c'est pas dire je suis juif, fais le juif. C'est que ce qui fait le juif, c'est celui qui se réfléchit comme juif. Et ça, c'est évidemment, ça va prendre un niveau individuel, mais aussi des différentes institutions. C'est-à-dire que la manière dont les gens, les institutions vont se penser comme juives, agir comme telles. Et effectivement, dans le cas argentin, ce qui est intéressant aussi à un moment donné, c'est que ces différentes associations de victimes, etc., vont aussi développer une idée de ce que c'est qu'être juif et du lien et du coup de ce que ça peut faire politiquement et la définition que se donnent les militants de Memoria Activa n'est pas la même de ce qu'est être juif, n'est pas la même que celle que se donnent les institutions juives. Et là, il y a de la politique qui se fait.
Voilà. Donc non. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de comprendre donc le judaïsme, pour moi, comme anthropologue. Hein, je ne sais pas si ça satisfait les gens, etc. Mais le judaïsme, c'est l'espace politique de sa définition. C'est-à-dire, c'est la manière dont les différentes définitions de ce qu'est être juif se mettent en mots, c'est-à-dire en langage, appropriable par autrui, mais aussi se confrontent. Voilà pour ce qui est juif. Je voulais terminer par une réflexion plus grande sur ce que c'est l'Argentine. Moi, je connaissais strictement rien à l'Argentine avant de découvrir le livre d'une écrivaine qui s'appelle Amalia Finkelstein. C'est un livre que je recommande et qui s'appelle « Aimer sans savoir, être sans comprendre ». Et elle parle de l'Argentine comme un immense gâchis. Est-ce que vous partagez cette impression? Ah bah par les temps qui courent, oui. on peut trouver que c'est un petit peu difficile ce qui s'y passe. Moi, j'ai une terrible affection pour l'Argentine. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais y retourner, dans quel cas je vais y retourner une fois que mon enquête est finie. Et il faut sans doute que je passe à autre chose aussi. À la fois, ça me manque très vite. Buenos Aires, c'est une des villes les plus attachantes que je connaisse. Et peut-être, je voulais le mettre dans le livre et je ne l'ai pas fait, mais ce qui m'avait frappé là, il y a 30 ans maintenant à peu près, non 25 ans quand je suis arrivé la première fois, c'est que j'avais l'impression d'aller en Europe 30 ans avant. Et les dernières fois où j'y suis venu, j'ai eu l'impression d'être dans ce que sera l'Europe dans 30 ans. Ah. Donc je ne sais pas si c'est très optimiste. Peut-être pas optimiste, c'est intéressant. Mais voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est votre réponse en tout cas. Mais voilà, oui, non, je ne sais pas si c'est un gâchis. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de l'Argentine qui sont intéressantes et. Merci beaucoup, Sébastien Tangstorper. On va passer la parole à la salle si vous avez des questions. Et ensuite, il y aura une signature d'ouvrage de l'auteur. Bonjour, merci beaucoup. Cette conférence était vraiment très intéressante. C'est vrai que... Alors, j'ai une petite remarque et puis j'ai aussi une question. L'attachement viscéral à Israël conduit vraiment à polariser même peut-être toutes les sociétés, notamment la société française, et conduit certainement à exonérer de toute responsabilité ce qui se passe en Israël avec un gouvernement d'extrême droite. Il faut le dire, Netanyahou d'extrême droite. Ça, c'était ma remarque. Deuxième, ma question, c'est pourquoi beaucoup de nazis, Mengele et compagnie, n'ont pas été inquiétés en Argentine, en Amérique latine en général, alors qu'ils ont pignon sur rue. Pourquoi ils n'ont pas été inquiétés, ces gens-là ? Alors, sur la question des nazis en Amérique du Sud, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une présence juive, présence allemande, bien avant la guerre, notamment au Chili, notamment en Argentine, notamment au Paraguay, etc. Voilà. Par ailleurs, les pays d'Amérique du Sud n'ont pas été les... Excusez-moi, je mets comme ça pour voir, parce que sinon je suis un peu aveuglé. N'ont pas été les seuls à accueillir des anciens nazis. Les États-Unis, beaucoup aussi. Voilà, donc... Après, j'ai pas de réponse à vous donner. Ça dépasse mon domaine de compétences et j'essaye personnellement de parler de ce que je connais mieux. En l'occurrence, du coup, là, j'ai pas enquêté à proprement là-dessus. Ce qui m'a intéressé, en revanche, dans le livre, c'est de rendre plus de complexité à ce moment de l'après-guerre en Argentine, notamment en montrant que le péronisme, ça n'était pas que l'accueil des anciens nazis. C'était aussi un moment plus d'inclusion politique des minorités, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, bonjour. Merci pour tout ça.
d'autant plus que nous, ma femme et moi, on était en Argentine, à Buenos Aires, il y a 3 mois. Et on a la famille là-bas, etc., qui sont venus plutôt pour échapper aux nazis. Cela dit, il y a, au niveau des chiffres, il y a un chiffre intéressant qui remet peut-être aussi, enfin, qui fait participer au débat sur judaïsme et politique locale. Le nombre de juifs argentins diminue rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, bien sûr. Alors, honnêtement, la question du nombre des Juifs d'Argentine est très compliquée parce que il y a des débats sur les chiffres. Voilà, il y a des estimations qui ont donné 600 000. Il y en a qui en donnent 200 000. Alors Sergio de la Pergola a une estimation qui est plutôt la plus basse à 250 000, avec un pic à 350 000 dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, et depuis ça baisse. Il y a plusieurs causes à ça. D'abord la dictature et la crise économique de 2000, ce qui a été un moment terrible, mais pas seulement pour les Juifs d'Argentine, hein. Enfin pas pour seulement les Juifs en Argentine, pour l'ensemble des Argentins. Voilà, donc ça a affecté au même titre. Mais ils vont pas tous en Israël, ils vont beaucoup aux États-Unis. Il y en a au Canada, oui, aussi. En France, hein, il y a beaucoup notamment pendant les moments de la dictature, beaucoup de Juifs qui sont arrivés là-bas. Donc en France, en Espagne. Bon, voilà. Donc voilà. Je pense que là, les raisons économiques sont très parlantes. Mais par ailleurs, il y a un mouvement sioniste très fort aussi en Argentine. Hein, qui a été un sionisme beaucoup de gauche pendant longtemps. Et voilà, bon, c'est un pays compliqué, hein, l'Argentine. Bonjour, oui, Ilioika Chatskis de Valiske. On m'a donné le micro, ça va ? Oui. Oui, bonjour, on ne se connaît pas, mais je suis argentine, je dirige donc une organisation qui organise des voyages en Argentine depuis 20 ans. J'ai organisé une bonne trentaine d'ailleurs, la moitié de la salle est venue avec moi en Argentine. Je ne connais pas votre livre, j'ai hâte de le lire et je salue votre choix, votre regard sur le pays parce que, comme vous dites, est un pays très complexe. Pour les Argentins aussi, et il est fort intéressant de pouvoir avoir la possibilité d'un regard vers l'extérieur, parce que vous avez la possibilité de comparer la réalité que vous avez rencontrée là-bas avec la France notamment, et l'histoire du peuple juif qui survit à une attaque après l'autre, une crise après l'autre. Donc j'ai hâte, comme dit, de pouvoir explorer vos réflexions et vos découvertes. Je me permets juste quelques précisions ou quelques questions. D'ailleurs, j'ai organisé un voyage aussi à propos de Goscinny, comme vous avez dit. Juste dire que les colonies juives, je n'aurais pas dit que c'était un fiasco, ni que les Juifs étaient exploités. C'était un projet qui a effectivement changé suite à la mort du baron de Hirsch. Et les administrateurs de cette organisation ont en effet exigé de repayer donc les acomptes dus, mais ils le faisaient pour pouvoir aider à d'autres colons qui voulaient sortir de l'Europe. Donc le but n'était pas forcément d'exploiter les colons, mais de pouvoir récupérer les économies ou l'argent pour pouvoir continuer la labeur du baron de Hirsch. Ensuite, par rapport à la disproportion des victimes juives de la dictature par rapport au nombre de juifs en Argentine, il ne faut pas oublier que les militaires ont été en grande partie formés par des anciens nazis qui ont pénétré la police et donc les techniques de torture et de questionnement aux victimes ont été directement des techniques nazies appliquées
aux juifs et non-juifs, mais bien sûr, le fait d'avoir été juif était voilà, une raison de plus d'être attaqué de façon particulière. Ce qui m'étonne le plus dans votre récit, c'est le concept d'un changement social, un concept de regard sur soi des Juifs suite à l'attentat de 1994. Je ne l'aurais pas vu comme ça, mais justement, c'est votre capacité de regarder vers l'extérieur. Peut-être qu'on n'est pas capable de se voir soi-même ou de voir ce changement quand on est à l'intérieur. Et donc, je veux bien le voir. Mais j'aurais cru que les Juifs sont intégrés en Argentine depuis presque 80 ans, je dirais, ou 100 ans. Et ils sont intégrés d'une manière où on ne se sent pas si différent aux autres Argentins. En fait, beaucoup de Juifs ont participé à la culture, aux médias, à l'humour. Vous le dites sans doute dans le livre, mais d'une manière où on ne fait pas la différence entre un juif argentin et un argentin pas juif. Voilà, les voisins s'entendent très bien. Il y a une intégration très naturelle. Et je ne vois pas vraiment un changement, d'autant plus qu'on considère ces deux attentats, celui contre l'ambassade et Amiens, comme quelque chose venu de l'extérieur, pas un produit de l'antisémitisme local, bien que l'effacement des preuves, etc., soit effectivement une suite peut-être aussi de l'antisémitisme, mais d'un opportunisme, y compris au sein de la communauté juive. Bon, je m'arrête là, curieuse de lire votre livre. Oui. Je voudrais répondre. Il va répondre d'abord l'auteur. Non, c'est vrai qu'elle pose la question depuis. Mais je vais juste répondre très vite. Oui. Alors sur le deuxième point, vous avez totalement raison. C'est dans le livre. Alors c'est peut-être l'effet de la discussion qu'on a eue. Mais quand j'ai dit qu'il y a un changement, c'est dans la politique, la manière de s'inscrire dans la politique de la part des Juifs d'Argentine. Et là, il me semble qu'il y a vraiment un tournant, je pense, à partir de 94. Mais on pourra en discuter, peut-être. Voilà. Mais vous avez totalement raison sur le fait qu'il y a une intégration des Juifs à la culture argentine, mais plus encore, c'est-à-dire le fait que les Juifs d'Argentine deviennent des producteurs à part entière de la culture argentine, et notamment dans l'histoire du tango, j'ai quelques pages dessus, sur la manière dont les Juifs participent pleinement. Ils sont des acteurs centraux de l'histoire du tango, dans la littérature aussi, etc. Donc là, il y a tout à fait des choses. Et notamment, j'essaye de reprendre un peu les travaux de Rahn Rein, vous devez connaître, sur notamment Bicha Crespo. Et c'est vraiment très intéressant la manière dont il montre dans ce livre la manière dont les Juifs d'Argentine s'intègrent au quartier, et notamment au quartier de Bicha Crespo, et s'intégrant au quartier, s'intègrent totalement à la culture argentine. Donc oui, de ce point de vue-là, mais alors très longtemps, me semble-t-il, en tout cas de ce que j'ai pu percevoir des auteurs, c'est-à-dire que cette intégration culturelle et économique, il y a une réussite économique des Juifs d'Argentine qui est indéniable, c'est couplé à une exclusion politique. En tout cas, au fait que les Juifs étaient maintenus aux marges de l'État. Et ce qui change à partir de 1994 précis. Alors, pas tout le temps, puisque j'ai dit qu'il y a une intégration politique à partir de Perón, etc. aussi. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose d'entièrement nouveau. La nouveauté, c'était mon hypothèse. mais ce que j'ai dit, je pense qu'on... ça reconduit des choses et ça nous fait réfléchir à ce qu'est un événement, précisément la manière dont ça reprend, ça rebat les cartes tout en travaillant ce qui est déjà là. Donc tout ça, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense avoir dit aussi qu'effectivement, pendant la dictature, les Juifs qui étaient identifiés comme Juifs avaient un traitement pire. Voilà, mais le fait de savoir s'ils étaient particulièrement ciblés en tant que Juifs, ça fait débat aujourd'hui. Il n'y a pas de consensus historique sur cette question. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. On va prendre une dernière question. Oui, alors, il se trouve que j'ai écrit la biographie du baron de Hirsch
que j'ai présenté ici il y a longtemps. Ça s'appelait Le Moïse des Amériques. Et ça raconte toute la démarche du baron de Hirsch pour organiser l'émigration des Juifs vers le Nouveau Monde, d'abord vers les États-Unis, où il crée des colonies agricoles. Quand les Américains introduisent des quotas pour limiter l'émigration des Juifs russes, parce qu'avec leur barbe et tout, ça suscitait des réactions de rejet, mais il reste quand même aux États-Unis toute une tradition, une culture autour de ces colonies. Et quand ça a été impossible de continuer là-bas, il a trouvé quelqu'un qui lui a fait l'éloge d'une colonie juive, avec des Juifs qui étaient arrivés par hasard, exploités et tout, qui ont créé Moïsesville. Et ensuite, à partir de là, il a organisé vraiment d'une manière beaucoup plus importante le développement de ces colonies. Alors, à ce propos, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous faire une petite remarque. Les Juifs, quand ils arrivaient là-bas, ils étaient soumis à un contrat, c'est-à-dire qu'on leur donnait tout, la terre, le matériel, le bétail, et à la charge pour eux progressivement, au bout d'un certain nombre d'années, de commencer à rembourser. Il se trouve que les Juifs sont querelleurs, dit-on, etc. Ils ont eu beaucoup de mal à rembourser. Ils se sont battus avec les représentants de la fondation du baron de Hirsch, et ils ont même fait appel à la police locale pour les défendre. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est sans fin, je voulais vous dire quand même qu'à propos de René Goscinny, vous savez que le père de Goscinny a été l'un des derniers directeurs de la fondation du baron de Hirsch là-bas. Et comme par hasard, le nom m'échappe. Pourtant, Dieu sait que je le connais. Mais ça, c'est une chose. Deuxièmement, troisièmement, petit détail important, c'est que quand mon livre est paru en Argentine, en espagnol, La Nation, le plus grand quotidien, a fait sa première page de front page sur Baron de Hirsch, le père de la nation. Alors là, et à chaque fois que j'ai fait des conférences, les salles étaient pleines de Juifs qui étaient les descendants du baron de Hirsch. Alors le problème, c'est que les Juifs, à part en Israël, n'avaient pas la vocation d'être agriculteurs. Ce qui fait que leurs enfants sont partis étudier à Buenos Aires. Mais le détail, c'est qu'il y a toujours des colonies juives exploitées par des Juifs. Et il y a toute une tradition en Argentine de ce genre. Et l'autre truc, on détail, va s'arrêter là. Non, on va donner la parole à l'auteur. Au Brésil, il y a les mêmes colonies juives. Et il y a eu un film dont une partie est tournée ici et qui raconte l'histoire des colonies juives du baron de Hirsch au Brésil. Merci pour ces précisions. Je m'excuse si j'ai été un peu lapidaire sur les colonies juives. Moi, je me suis intéressé à des récits contemporains, et notamment de Javier Sinay. Je ne sais pas si vous avez... et c'est vrai que ce qu'il raconte là-dedans, c'est quand même que la vie était dure, qu'ils étaient pauvres, qu'ils restaient pauvres, et qu'en fait, ils sont très vite repartis. Donc voilà, maintenant, dont acte... Je ne sais pas si c'est une question de vocation. Peut-être que si les conditions avaient été meilleures, ils y seraient restés. Oui. Alors très peu quand même, de manière tout à fait résiduelle. Ouais. Ah ben on a du rab de questions. Donc il y a encore le monsieur. Merci beaucoup. Je suis un juif argentin qui a lu attentivement votre livre. Je suis né à Buenos Aires et j'ai toujours vécu dans un appartement avec vue sur la gare et sur la place à Once. Ces chiffres 11 commémorent le 11 septembre 1852, un moment compliqué à résumer, mais qui constitue un des jalons qui ont permis la constitution d'un État fédéral. Je voudrais rappeler qu'un dimanche, il y a 11 ans, le dimanche 11 janvier 2015, Hector Timerman, incognito,
a pris part à la marche pour protester contre les assassinats de Charlie Hebdo. Toutefois, Timmermans, à peine rentré à Buenos Aires, a été obligé de se justifier dans une conférence de presse à la Maison Rose, au siège de la présidence de la République, pour expliquer que le dimanche 11 janvier, il avait signé le livre des condoléances et pris part à la marche de solidarité avec Charlie Hebdo. Hector Timmermans, pendant 3 années, avait été consul à New York et pendant 2 années ambassadeur à Washington, nommé par Nestor Kirchner. Timmermans a été ministre des Affaires étrangères 5 ans pendant le mandat de Cristina Fernández de Kirchner. La cérémonie pendant laquelle Gerardo Wertheim a prêté serment comme ministre des Affaires étrangères n'a pas eu lieu devant le Parlement, page 311 de votre ouvrage. Elle a eu lieu à la Maison Rose. En fait, il n'y a pas eu un rouleau de la Torah à la cérémonie des serments. Le président... Timmermans, non, je ne parle pas de la cérémonie de Timmermans. Non, vous parlez de la cérémonie de Wertheim, page 311. Ok, oui, ok. Merci. Donc, j'avais juste pas compris. Non, mais je pense qu'on pourra en discuter. Non, je vous rends le micro. Voilà. Ah d'accord, ça y est. Merci. Ah, merci à vous. Ok, merci de ces remarques. Bonjour et merci pour cette conférence qui est très très intéressante. Je suis moi-même petite arrière-petite-fille et fille d'Argentin. Et mon grand-père est né dans les colonies du baron de Hirsch. Ils en gardent un souvenir mitigé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est plutôt une remarque, une double remarque, mais pas une conférence. C'est que le rapport du peuple juif aux nations a toujours été complexe. Et je pense que l'Argentine n'y échappe pas et que l'expérience juive argentine est intéressante à plusieurs titres et très complexe. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans tout ce que vous relevez. Je pense par ailleurs qu'en ce qui concerne l'identité juive argentine, il y a un vrai judéo-argentinisme. Je ne vois pas forcément ça en France, mais en tout cas, le sentiment juif argentin est très fort, comme en un seul mot, judéo-argentino. Et concernant le pogrom de 1919, parce que Ruben, vous disiez qu'il n'y avait pas tellement de traces, c'est vrai qu'il y a peu de mémoire. En fait, ce pogrom a duré 1 semaine, pendant laquelle on a massacré les Juifs pendant 1 semaine, qui étaient accusés de complot judéo-bolchevique au lendemain de la révolution russe et d'une grève. Il y a une trace quand même que je voudrais souligner, parce que ces Juifs vivaient dans le barrio del Once, pas loin de la Hamia, donc c'est vraiment dans le même quartier. Ils ne parlaient pas très bien espagnol, ils étaient d'origine de l'Empire russe. Et en fait, il y a une expression consacrée qui, moi, m'émeut beaucoup, je suis un peu émue en le disant, c'est que, en fait, quand on venait les massacrer, parce qu'ils ont été massacrés pendant 1 semaine, les femmes violées, les vieillards traînés par la barbe, etc., il y a un récit en yiddish qui s'appelle Cauchemar, qui est la chronique de ce massacre, jamais traduit en France. Je pense qu'il faudrait le faire, d'ailleurs. Absolument, les éditions de l'Antilope pourraient s'en charger. Je pense aussi. Et en tout cas, il y a quelque chose qui a été retenu, c'est que les Juifs disaient « Moi, Argentin, yo argentino, ne me tuez pas, moi, Argentin, moi, Argentin ». Et aujourd'hui, la chanson qu'on chante pour célébrer les matchs de foot et les victoires argentines, c'est « Moi, Argentin », c'est un sentiment irrépressible. Voilà, donc cette expression-là, « Moi, Argentin », c'est ce qu'on a chanté, et ce que même les Juifs ont chanté, les Juifs argentins, quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde récemment. Merci. Merci beaucoup, c'est très émouvant. Merci à tous. Et vous pouvez merci Sébastien Tankstorper surtout. Merci. Et Sébastien Tankstorper va signer, dédicacer ses ouvrages dans la librairie tout de suite.